Si on a un os long comme modèle pour étudier, il y a principalement trois grandes régions dans l'os en termes d'anatomie macroscopique. Donc, première des choses, la figure tirée de votre manuel à la page 245 ici, on remarque donc un os long. Ça pourrait être le fémur, l'humérus du bras, peu importe. Donc, on a déjà dit qu'il est plus long que large, donc on voit bien que c'est un os long. La première région, c'est ce que j'ai encadré ici en bleu, qu'on appelle la diaphyse. Donc, quand vous voyez ce terme-là, je veux que vous pensiez au centre, le centre de l'os. Donc, en fait, on voit qu'il y a deux extrémités, et entre les deux extrémités, tout ce que je pointe présentement, c'est la diaphyse. Donc, c'est littéralement le corps de l'os. La première chose qui peut vous frapper, vous surprendre quand on regarde un os long, c'est qu'il est creux. Vous pensez souvent que le fait que ça soit solide et tout ça, vous pensez que c'est plein. Et en fait, si vous remarquez, il y a une très grande cavité ici qu'on appelle la cavité médulaire, qui, en fait, c'est écrit ici. Okay? Donc, la cavité médulaire, elle est présente seulement dans la diaphyse. Ça me rappelle un peu une paille pour boire. Donc, ce serait comme vraiment l'intérieur de la paille qui est vide. On verra éventuellement peut-être un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais déjà, vous voyez que c'est un endroit privilégié pour faire passer des vaisseaux sanguins, parce qu'évidemment, on n'est pas capable de passer dans la matière osseuse qui est trop solide, donc on va faire circuler veineux, artériole comme ça, d'une extrémité à l'autre de l'os, parce qu'évidemment, les cellules de l'os doivent survivre, hein? C'est vivant de l'os, on a besoin les cellules osseuses ont besoin de glucose, de triglycérides, pour faire de l'ATP, puis d'acide aminé, tout ça, d'oxygène, bien sûr. Donc, c'est la façon privilégiée. Et il y a aussi de la moelle osseuse jaune dans les os, qui sont en fait une réserve de graisse, de triglycérides, comme on peut retrouver dans les cellules adipeuses de la région abdominale, exemple. Sauf que généralement, les triglycérides ici sont en majeure partie utilisés comme réserve d'énergie pour l'activité métabolique de l'os. Donc, tout ça, c'est la diaphyse. Autre chose, on a deux extrémités. Donc, les deux extrémités, là, on va parler plus de épiphyse. E pour extrémité, ça va peut-être vous aider à ne pas mêler les deux termes. Donc, c'est vraiment, j'ai deux extrémités, deux épiphyses. Il y en a une qui s'appelle proximale. Proximale, pro pour proche. Donc, c'est l'épiphyse, l'extrémité de l'os qui est le plus près du tronc. Exemple, si c'est l'os du bras, l'humérus, l'épiphyse proximale, c'est la région de l'humérus qui serait près de l'épaule. Par opposition à l'épiphyse distale. Distale veut dire distant, on est plus loin du tronc. Donc, dans ce cas-ci, ça serait la partie de l'humérus qui serait plus près de l'articulation du coude. Donc, mais les deux portent le nom d'épiphyse, évidemment, en référence à l'extrémité des deux os. Ce qui est particulier au niveau des épiphyses, c'est que premièrement, on remarque que c'est là qu'on va retrouver du cartilage articulaire. On a déjà parlé en début de capsule. Il n'y en a pas dans la diaphyse. Donc, c'est dans les deux extrémités. Parce qu'on va utiliser ces extrémités, justement, au niveau de l'articulation. Donc, on pourra faire contact avec un autre os au niveau de l'articulation. Et c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est pour protéger, empêcher l'érosion entre deux os, exemple. Donc, voilà, c'est vraiment pour ça qu'on laisse ici du cartilage hyalin pour protéger. Ce qu'on ne retrouve pas dans la diaphyse. L'autre chose, vous remarquez que l'épiphyse au complet est fait de tissu osseux spongieux. Donc, c'est vrai pour l'épiphyse proximale comme l'épiphyse distale. Donc, dans ce cas-ci, le fait que ce soit du tissu spongieux, ça donne une légèreté à cette matière osseuse qu'on ne retrouve pas dans le tissu osseux compact, qui est essentiellement au niveau de la diaphyse. On remarque aussi que les trous, non seulement sont remplis d'air, ce qui va alléger le poids de l'os, mais également donner une meilleure capacité à subir des contraintes physiques, comme je l'ai déjà expliqué précédemment. Mais également, on voit très bien sur le schéma ici que les vaisseaux sanguins vont pouvoir quitter la cavité médulaire et se faufiler comme ça dans les différentes cavités de l'os spongieux. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire passer les vénules, les artérioles, évidemment, contrairement au tissu osseux compact, où là, ça va être plus difficile. Et là, si vous remarquez, la diaphyse est faite essentiellement de tissu osseux compact, ce que je pointe présentement à l'écran,
Donc, à peu près ce que je colore ici. Mais il y a une mince couche comme ça qui va venir tapisser le tissu compact et qui est du tissu spongieux. Fait que techniquement parlant, oui, les épiphyses sont faits uniquement de tissu osseux spongieux, mais même la diaphyse, il y a une petite couche très mince comme ça de tissu spongieux qui va tapisser comme ça la cavité médulaire. Par contre, au-delà de cette petite couche de tissu spongieux, c'est essentiellement du tissu osseux compact. Okay? Donc, au niveau de la diaphyse, évidemment. C'est une des principales différences. Troisième région, donc on a parlé des deux extrémités, épiphyse, le corps de l'os qui est la diaphyse, mais entre les épiphyses et la diaphyse, il y a ce qu'on appelle ici en encadré vert la métaphyse. Donc il y en a deux. Une qui va être située entre l'épiphyse proximale et la diaphyse. Donc c'est vraiment une région tampon entre les deux autres. Ce qui est particulier au niveau du cartilage, au milieu de la métaphyse, c'est la présence d'un cartilage particulier qu'on appelle le cartilage épiphysaire. Donc, ce cartilage va être là pendant un certain moment de notre vie, mais il va finir par disparaître. Donc, on va le montrer seulement sur l'épiphyse proximale, mais c'est la même chose pour la distale. Donc, ici, on vous parle d'une ligne épiphysaire. Dans ce cas-ci, le cartilage épiphysaire a disparu. Ça veut dire que c'est un os adulte. En fait, chez un jeune enfant en croissance, au lieu d'une ligne, ce qu'on va voir, je le fais sous forme carrée ici, là, c'est pas très visible, mais il peut avoir une espèce de plaque de cartilage dans la métaphyse, et cette plaque de cartilage, qu'on appelle le cartilage épiphysaire, sert à la croissance. Donc, tant qu'on est en croissance et qu'on n'a pas atteint notre taille adulte, on va utiliser ce cartilage présent dans la métaphyse, donc le cartilage épiphysaire, et c'est à cet endroit que les cellules vont être extrêmement actives, qui vont produire, oui, du cartilage, qui sera éventuellement converti en matière osseuse, et ça va ajouter à l'os, qui va pouvoir allonger, mais aussi épaissir. Et on va faire ça jusqu'à temps qu'on arrête la croissance. Donc, généralement, chez la femme, en moyenne, ça peut varier, mais autour de l'âge de 18 ans, la croissance est terminée, osseuse, évidemment. Et chez l'homme, ça peut aller jusqu'à 25 ans, bien que 22 à 25 ans, là, la croissance est très limitée, mais c'est un peu plus long. Ceci étant dit, qu'est-ce qui arrive une fois qu'on a utilisé tout le cartilage épiphysaire de la métaphyse? Il n'en reste plus, donc c'est impossible d'allonger l'os. La croissance est terminée, mais ça laisse une espèce de petite cicatrice qui est un vestige de l'ancien cartilage épiphysaire, et c'est ce qu'on appelle la ligne. Donc la ligne épiphysaire, c'est le restant qui, en fait, c'est une espèce de démarcation entre l'épiphyse et la métaphyse. Donc une fois que le cartilage épiphysaire a disparu, ça laisse une petite marque, si vous voulez. C'est intéressant parfois, plus pour le médico-légal, exemple, parce que si vous trouvez un os qui a une ligne épiphysaire, c'est clairement, on peut dater, hein, on peut estimer l'âge à partir de cette caractéristique anatomique. Donc c'est clairement une ligne épiphysaire suggère que la croissance est terminée, donc c'est un os adulte, évidemment. Et s'il y a une plaque de cartilage, plus que la plaque et que le cartilage épiphysaire dans la métaphyse est important, plus que l'os est jeune. Et moins qu'il en reste, mais plus que la croissance a été effectuée chez cette personne. Donc, c'est une petite composante anatomique comme ça qui peut amener d'autres sortes d'informations. Mais évidemment, pour le cours de biologie, ce qui est important, c'est d'être capable de situer la métaphyse et que son principal rôle, c'est de contenir cette fine couche de cartilage qu'on appelle épiphysaire et qui sert à la croissance. Et quand la croissance est terminée, mais il n'y en a plus, il reste simplement une ligne. Comme n'importe quel os ou organe, il faut des tissus de protection. Donc, l'os a son propre tissu externe et interne qui va le protéger. Ce qu'on appelle le périos est en fait un tissu extrêmement résistant. C'est un tissu conjonctif essentiellement. Et quand on vous dit que c'est un revêtement, ben, ça veut dire qu'on vient couvrir comme ça l'extérieur de l'os. On a décollé comme ça une petite partie du périos. On voit les fibres de Sharpey, même si vous ne savez pas le nom, c'est pas grave, mais comprenez qu'il y a beaucoup de fibres de collagène, c'est ça les fibres de Sharpey, qui vont permettre de maintenir en place le périos justement sur l'os. Donc c'est vraiment un rôle de protection externe. En plus, ça nous permet de fixer certaines structures, notamment les vaisseaux sanguins qui vont pouvoir venir se raccrocher au périos. On en voit un ici. Les nerfs également.
sert de point d'attache aux ligaments ou encore aux tendons qu'on a déjà discuté. Très bientôt, je vais vous parler des différentes cellules qui composent l'os avec leurs fonctions. Ben, ces cellules-là, il y en a 4 qu'on verra, 4 types de cellules, vont être contenues justement dans ce tissu de revêtement de protection. Donc, c'est pas juste un tissu qui protège, ça sert de point d'attache, ça contient les cellules importantes dans le métabolisme de l'os, évidemment. Et voilà. L'autre petite chose que je voulais vous faire remarquer, ce qu'on appelle l'artère nourricière, en fait, c'est qu'il y a une artère qui va entrer puis alimenter l'os, mais je l'ai dit tantôt, on avait un problème et je suis certain que certains parmi vous se demandaient mais comment on peut bien faire passer des vaisseaux sanguins au niveau de la cavité médulaire si c'est de la matière solide comme ça. Et en fait, vous avez tout à fait raison, c'est juste impossible. Donc, ça nous prend une espèce de petit trou, de petite ouverture pour faire passer une artère. Cette ouverture, on appelle ça le foramen nourricier. Et en passant, foramen, c'est un terme qu'on utilise de temps en temps en biologie qui réfère à une ouverture. Si vous voyez le terme, je ne sais pas moi, foramen magnum, c'est un trou. Vous ne savez peut-être pas c'est quoi, mais c'est un trou. En fait, c'est pour la culture, c'est pas en retenir, mais le foramen magnum, c'est une grande ouverture à la base du crâne qui permet le passage, entre autres, de la moelle épinière et des vaisseaux sanguins vers l'encéphale. Donc, foramen, c'est un trou. Et ça veut dire qu'on a un petit foramen nourricier, un petit trou qui va permettre le passage d'une artère qui ensuite va se subdiviser comme ça en différentes artérioles et petites branches pour alimenter l'ensemble du tissu osseux, évidemment. Revêtement externe, mais également revêtement interne, donc endos. Endo veut toujours dire intérieur. Donc, on a à peu près le même type de tissu, mais qui va finir tapisser l'intérieur de la cavité médulaire. Donc, ce que j'enseigne présentement, c'est vraiment l'intérieur. Imaginez-vous une tapisserie sur un mur. C'est la même chose, sauf que là, on tapisse l'intérieur de la cavité médulaire. Ici, on a un rôle de protection également et on va retrouver les principales cellules osseuses dans ce tissu-là. Donc, tout comme le périos, l'endos contient différentes cellules qui auront un rôle clé dans le métabolisme du tissu osseux qu'on va voir très bientôt. Je l'ai déjà mentionné il n'y a pas si longtemps. Hein. Je vous disais que l'os, c'est un tissu qui est vivant, c'est un organe qui, comme n'importe quel organe de votre corps, a besoin d'oxygène, de nutriments. Et ça vous surprend parce que souvent vous me dites, ben, comme c'est dur, on ne pense pas que c'est vivant, on ne pense pas que les cellules ont besoin d'énergie et tout. Donc, il faut qu'il soit vascularisé. Et je vais aller plus loin que ça, c'est très vascularisé. Il y a beaucoup, beaucoup de vaisseaux sanguins, comme on l'a mentionné à la dernière diapo, en fait. Donc, je vous ai expliqué un petit peu comment on déplaçait les vaisseaux sanguins dans l'os. Ce qui me restera à vous montrer éventuellement, c'est justement au niveau du tissu osseux compact, au niveau cellulaire, comment on va faire pour alimenter ces cellules-là. Donc, on a un autre système qu'on verra très ingénieux au niveau cellulaire pour permettre le déplacement des nutriments. Ce que je voulais surtout ajouter, c'est qu'il y a aussi des nerfs sensitifs qui vont venir informer, entre autres, l'encéphale sur les différentes situations qui peuvent affecter le tissu osseux. Donc, souvent, vous pensez que ce n'est pas innervé, ce qui est faux. Donc, présence de vaisseaux sanguins et de nerfs. À l'intérieur, j'ai parlé déjà, donc dans la cavité médulaire, à l'intérieur de l'os long, il y a de la moelle osseuse jaune et rouge. J'en ai déjà parlé, donc cellules souches dans la moelle osseuse rouge pour générer l'ensemble des cellules sanguines. Ce n'est pas tous les os, mais on voit très bien ici sur le schéma. J'aime bien cette figure parce qu'au premier coup d'œil, on remarque, exemple, à quel endroit on produit les cellules sanguines. Donc, essentiellement, ces cellules souches vont se trouver au niveau des os du bassin, les vertèbres, les côtes et certains os du crâne aussi vont pouvoir avoir de la moelle osseuse rouge, mais le fémur, les os de la jambe, par exemple, ou du bras ne sont pas impliqués, n'ont pas de moelle osseuse rouge. Et la moelle osseuse jaune, bien évidemment, c'est les graisses, les triglycérides, donc réserve d'énergie pour le métabolisme osseux. Généralement, il y en a dans tous les os et parfois, ça, c'est un détail culturel, vous n'avez pas à le retenir, ce que j'en cercle, je ne poserai pas de questions là-dessus. Mais dans des cas d'anémie très sévères, très graves, on peut transformer, mais c'est assez exceptionnel, la moelle osseuse jaune en moelle osseuse rouge. Donc, on va faire de la place, si vous voulez, pour générer des nouvelles cellules souches hématopoïétiques, donc ces cellules souches qui auront la capacité de se transformer en cellules sanguines. Donc, ça peut arriver dans certains cas particuliers.
Maintenant, la question ici, c'est de savoir le tissu osseux, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc, de quoi c'est fait? Il y a plusieurs tissus. En fait, l'os, c'est un tissu conjonctif. Hein? C'est un tissu conjonctif, mais qui a été grandement modifié. En fait, on l'a durci avec des minéraux, mais essentiellement, c'est un tissu conjonctif qui contient différentes cellules. Donc, à peu près 4 types de cellules extrêmement importantes qui ont des fonctions particulières que je vais expliquer bientôt. Et ces cellules-là vont flotter dans une espèce de matrice qu'on appelle une matrice extracellulaire. Donc, pour moi, c'est comme une grande soupe, en fait. Imaginez-vous une soupe aux légumes, il y a différents légumes qui flottent dans l'eau et tout ça, qui constituent votre soupe. C'est à peu près la même chose. Donc, ce schéma-là, si je l'illustre, exemple, on a les cellules comme ça, qui sont les 4 types de cellules osseuses qu'on verra bientôt. Et la matrice extracellulaire veut dire à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de l'os? Bien, la matrice est composée essentiellement d'eau. Et cette eau-là va être très riche. Ce que je dessine ici, c'est la matrice en fait. Et cette eau va être riche en minéraux, en fibres de collagène. Et tout ça se mélange ensemble pour faire une espèce de masse. Qui ressemble beaucoup à la masse qu'on va retrouver dans le cartilage. La seule différence, c'est qu'on va commencer comme ça, pour faire une espèce de masse cartilagéneuse, et ensuite, les petits points symbolisent tous les minéraux qu'on viendra déposer pour durcir le tout, et ça devient tout simplement de l'os. Donc, exemple, un tissu osseux compact, c'est la même composition pour le tissu osseux spongieux. La seule différence, il y a des cavités remplies d'air, comme on a déjà vu. Donc, je vais commencer avec l'aspect histologique. Hein, on va regarder un petit peu les différentes cellules. Et ensuite, je m'attarderai un petit peu à la composition de la matrice extracellulaire, bien que, essentiellement, j'ai fait le tour juste en vous mentionnant un petit peu la composition. Première des choses, on voit qu'il y a 4 cellules, mais j'ai fait exprès ici de séparer les ostéoclastes des autres cellules ici pour une raison très simple. Les cellules ostéogéniques, les ostéoblastes et les ostéocytes ont des fonctions différentes, mais elles sont tous reliées. Et les flèches ici symbolisent justement le lien entre les 3 cellules, contrairement aux ostéoclastes qui sont complètement à part. En fait, le lien, c'est qu'on va toujours commencer avec des cellules ostéogéniques, qui sont ni plus ni moins des jeunes cellules, et elles vont se développer, maturer, vieillir, et au cours de leur maturation, de leur spécialisation, elles vont changer de nom, mais éventuellement, elles vont changer de fonction également. Donc, elles sont reliées. Et en gros, si je prends la cellule ostéogénique, je vous disais tantôt que c'était des jeunes cellules, mais là, je vais ajouter un détail important. En fait, c'est des cellules souches qui ne sont pas complètement spécialisées encore. Et évidemment, ce n'est pas des cellules souches, exemple comme les cellules souches sanguines. Je ne peux pas prendre une cellule ostéogénique et la spécialiser en cellules en globules rouges ou en globules blancs. C'est impossible. Mais les cellules ostéogéniques, c'est des cellules souches osseuses. Donc, de jeunes cellules non spécialisées qui ont le pouvoir de régénérer des autres cellules osseuses. Exemple, ostéoblastes ou ostéocytes. Et comment ça fonctionne? C'est très simple. On a des cellules souches, et quand on a les bonnes molécules chimiques, les bons facteurs de croissance, etc., qui vont stimuler la cellule ostéogénique, elle va être capable de se transformer en ostéoblaste. Donc, ostéo pour os, et généralement, blast réfère à une jeune cellule. Myoblaste, une jeune cellule dans les muscles. Myocyte, cyte, c'est YTE que j'ai encore ici. C'est une cellule, bien sûr, mais on peut penser que généralement, c'est une cellule plus mature, plus âgée dans le développement, qui est un peu sous sa forme terminale. Donc, comment ça fonctionne? Cellule souche ostéogénique se transforme en ostéoblaste. Donc, voilà. Les ostéoblastes, ce sont de jeunes cellules, et j'encadre le B pour les distinguer des ostéoclastes qui ont un C de différence. Une seule lettre, mais 2 fonctions complètement différentes. Donc, les ostéoblastes, le petit truc que je vous donne, c'est B pour bâtir. On bâtit l'os. Donc, c'est des jeunes cellules qui vont produire et libérer le matériau osseux ou le matériau ostéoïde. Donc, c'est eux autres qui vont sécréter les différentes substances qui vont former la matrice extracellulaire que je parlais tantôt. Donc, cette substance semi-solide qui va être à l'extérieur des cellules osseuses, donc des ostéogéniques ou ostéoblastes, qui va contenir éventuellement des fibres, des minéraux et tout ça. Donc, c'est ces cellules-là qui vont vraiment bâtir l'os, qui vont déposer à l'extérieur, autour d'elles-mêmes, cette substance ostéoïde. Éventuellement, elles vont carrément s'emmurer
dans la matière osseuse, elles deviennent prisonnières. Et c'est là que ces jeunes cellules ne seront plus capables de produire le matériau ostéoïde et devraient être tout simplement éliminées, devraient mourir, parce que là, on n'aura plus accès aux vaisseaux sanguins et tout ça. Et ce qui est très ingénieux au point de vue biologique, c'est ces cellules jeunes, l'ostéoblaste, vont se transformer en ostéocytes. Aussitôt qu'elles deviennent emprisonnées dans la matrice osseuse, elles se transforment en ostéocytes et au lieu de mourir, elles vont se spécialiser, elles vont adopter une forme complètement différente. Je vous montrerai tantôt à la prochaine diapo, mais elles vont former des espèces de tentacules de cytoplasme qui vont adopter une forme très particulière qui en fait vont former une espèce de réseau très complexe de conduits microscopiques. Et ces conduits microscopiques, ces canaux microscopiques forment un réseau complexe qui vont aller se brancher éventuellement sur un vaisseau sanguin. Et donc, on va pouvoir acheminer les nutriments vers les cellules emprisonnées, les ostéocytes. Et ces ostéocytes, ces vieilles cellules osseuses ou ces cellules matures, hein, c'est le dernier stade de cette cellule-là dans l'historique de leur vie, si on peut dire, au cours de leur développement, mais ces cellules matures ont perdu la capacité. Donc, on n'est plus capable de produire le matériau ostéoïde. Ils ne peuvent plus le En fait, carrément, ils ont arrêté la production de matière osseuse, mais elles sont extrêmement importantes pour entretenir la matrice osseuse, pour participer au métabolisme de l'os et, entre autres, participer au réseau de distribution des nutriments. Donc, c'est intéressant de voir que ces trois sortes de cellules différentes, qui ont des fonctions différentes, mais qui viennent du même endroit, en fait. C'est qu'ils vont se développer et vont prendre de l'âge, en fait. Et selon le stade de développement qu'elles ont atteint, bien évidemment, ça va modifier un petit peu leur fonction. Les ostéoclastes sont carrément à part, donc le C, hein, une seule lettre de différence avec les ostéoblastes, mais complètement différent. Et le petit truc que je vous donne, c'est pour casser, on casse de l'os. Donc les ostéoclastes sont là pour dégrader la substance osseuse. Généralement, c'est des gros macrophages, des cellules phagocytaires qui ont des enzymes hydrolytiques très puissantes qui vont tout simplement briser de l'os. Et donc, des fois, vous vous demandez pourquoi. Bien, déjà, je vous ai déjà dit que si vous étiez en hypocalcémie et que vous manquez de calcium, les ostéoclastes vont devenir très, très importants parce que pour remonter le calcium, on va piger dans la banque, qui est l'os. Et pour libérer de l'os, je vous disais qu'on allait casser un peu de matière osseuse. En fait, c'est les ostéoclastes qui vont briser l'os. En dégradant la matière osseuse, on va libérer du calcium pour remonter de la calcémie. On verra aussi dans le processus de réparation de l'os, au cours d'une fracture, exemple, ils vont jouer un rôle important aussi pour redonner la forme à l'os et tout ça. Des fois, il y a des dépôts osseux un peu trop importants au cours de la réparation de la fracture. Donc, on va finir enlever un petit peu de matière superflue. Donc, c'est principalement leurs deux fonctions. Et l'ostéoblaste, lui, bien évidemment, ça va être de reconstruire la matière osseuse. J'en parlerai quand ça sera le temps, mais déjà, j'imagine que certains d'entre vous, vous pouvez visualiser que tout ça est un équilibre. On veut que l'activité des ostéoclastes et ostéoblastes soit bien régulée. Et évidemment, si les ostéoclastes, pour X raisons, troubles endocriniens, entre autres, devenaient beaucoup trop actifs par rapport aux ostéoblastes, mais là, on dépose moins de matière osseuse qu'on enlève. Donc là, ça pourrait amener des problèmes, exemple d'ostéoporose. Donc des os plus fragiles qui pourraient s'effriter ou se briser plus facilement parce qu'on dégrade plus d'os qu'on en construit. L'inverse est également vrai. Si les ostéoblastes sont trop actifs puis on dépose trop de matière osseuse, ça pourrait amener aussi des problèmes. Donc des déformations au niveau des os par accumulation excessive de matière osseuse qui pourrait gêner des mouvements, faire de l'inflammation ou comprimer un nerf sensitif et stimuler des nocicepteurs, exemple, et faire de la douleur. Donc, évidemment, c'est un équilibre, comme toute chose en biologie. On doit maintenir un équilibre entre les deux pour rester en santé. En image, on n'a pas les ostéoclastes ici, c'est les trois autres cellules. Donc, ici, on a les cellules souches, hein, les cellules ostéogéniques, donc sur leur forme initiale, qui peuvent se multiplier par mitose pour générer d'autres ostéogéniques, mais également se transformer en ostéoblastes. Donc, ces cellules forment les jeunes cellules qui produisent la matière osseuse. Et quand je vous parlais, c'était surtout ça mon objectif ici à cette figure, quand je vous disais que les ostéoblastes, à force de produire de la matière osseuse autour d'elle, elle va finir par s'emprisonner dans la matière ostéoïde ou osseuse, c'est la même chose. Celle-ci est coincée, elle devrait mourir, parce que là, les vaisseaux sanguins n'arrivent plus à passer la matière
ostéoïde. Ce qui va se passer, c'est que ça va déclencher la transformation de l'ostéoblaste en ostéocyte, qui est là pour maintenir la matière osseuse, assurer la distribution des nutriments. Et la principale, en fait, il y a plusieurs changements. On voit que cette forme prend une forme, donc la forme de l'ostéoblaste, en termes d'anatomie histologique, prend une forme un peu plus allongée. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce que j'en sers. Contrairement à l'ostéoblaste, quand elle devient une ostéocyte, on est capable de développer un réseau de canaux microscopiques. Je vous disais que ça rappelle un petit peu des tentacules, mais en fait, ce qui est ingénieux, imaginez-vous que j'ai des milliers comme ça d'ostéocytes qui vont faire des canaux qui vont se relier ensemble. Et ce réseau de canaux complexes vont pouvoir unir comme ça les différentes cellules ostéocytes, ce qui permet d'assurer le transport comme ça des nutriments dans l'ensemble des cellules osseuses.